Bonjour tout le monde, c'est la troisième et avant-dernière émission des Illettrés Transcendants et pour vous accompagner, je suis Joanne Charret, professeure de ces étudiants et de ces étudiantes du programme de langue, lettres et communication du Cégep de Sept-Îles. Il s'agit toujours de Cindy Volant, Claire-Élisa Côté, Brandon Bateman, Zachary Long, Thomas Ritchie et Marianne Laporte, qui ont cette fois été invités à lire une œuvre littéraire étroitement liée au thème du confinement. Comme nous le verrons, le confinement n'est pas toujours aussi absolu que celui que nous sommes en train de traverser, mais chaque fois, l'expérience est radicale. Il peut aussi être littéral, métaphorique, volontaire, voire imposé, mais il comporte toujours une part importante de transformation de soi et de la société. D'ailleurs, les œuvres qui ont été choisies pour cet exercice peuvent toutes nous permettre de traverser autrement l'expérience humaine qui est en ce moment nôtre. Pour nous mettre dans l'ambiance avant d'entendre les chroniques, j'ai choisi de vous faire écouter tout au long de l'émission 4 chansons choisies par le journal Métro de Montréal en regard de ce mot-clic « chanson bleue ». Ces chansons sont liées, elles aussi, au confinement. L'initiative est de donner une tribune aux artistes québécois et de diffuser leurs chansons pour les soutenir en ces temps difficiles. Nous commençons par Gère de Dumas, parce que depuis mars, nous errons et pas à peu près. Souvent dans la ville, Montréal en hiver, se rend solitaire. Pas un sou en poche, que des cigarettes, les refrains s'empilent dans ma tête. C'est le bonheur qu'on gère. Mes amours, mes humeurs, mes absences. Je croise des passants anonymes, j'aimerais bien les toucher, mais je ne saurais quoi leur dire. Je préfère les fuir, c'est le bonheur qu'on gère. En silence. Comment c'est aujourd'hui en Angleterre? Ici à Montréal, il neige et de beauté à geler toute douleur. Rappelle-moi le jour de tes 25 ans, si j'ai l'argent, je te rejoins au printemps. C'est le bonheur qu'on gère. En silence. Tout est clair quand j'y pense. Gère.
Notre première chroniqueuse aujourd'hui est Cindy qui a lu le roman Fléau de Stephen King, le maître américain de l'horreur. On dit dans les journaux que rien n'est plus près de ce que nous vivons que cette vision apocalyptique présentée par King il y a un peu plus de 40 ans. La parole est à toi, Cindy. Oui, en temps de pandémie, nous sommes souvent confinés à la maison, ce qui nous laisse beaucoup de temps libre. Durant ce temps, j'ai lu un livre de circonstances, Le Fléau, de Stephen King. Cet auteur américain est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine. King a écrit plus de 200 textes, dont plus d'une cinquantaine de nouvelles d'horreur ou fantastiques. En 2003, on lui décerne la National Book Award pour sa contribution à la littérature américaine. Son roman Le Fléau, qu'il a écrit en 1978, fut censuré puisque son éditeur le trouvait un peu trop volumineux. D'importantes coupures ont été faites d'environ 250 000 mots. 2 grands passages ont été censurés en raison de leur sujet jugé inapproprié et tabou. À cette époque, tel que le chapitre sur les soldats noirs qui se vengent de la hiérarchie militaire blanche, en organisant des exécutions au tirage au sort diffusées à la télé, ou le passage de poubelle qui aura une relation sexuelle avec le kid. Mais en 1990, King réussit à convaincre son éditeur de produire une édition révisée, non censurée, qui rajoute 150 000 mots de plus que le texte original. Cette histoire commence dans un laboratoire secret de l'armée américaine où un ordinateur va faire une erreur qui va occasionner la perte d'un virus qui se répand à une vitesse incroyable. De New York à Los Angeles, la population est décimée en quelques semaines seulement par ce virus qui a un taux de contamination de 99,4%. Tranquillement, des survivants commencent à se rassembler. Ils ne se connaissent pas, mais ils sont tous motivés par le même but: rejoindre celle qui hante leurs rêves, Mère Abigail, une vieille femme noire de 108 ans qui serait la clé de leur survie. Mais il y a aussi l'homme sans visage au pouvoir étrange qui veut régner sur ce nouveau monde. Entre les survivants, il se crée 2 clans, et puis la guerre entre le bien et le mal commence. J'ai bien aimé cette lecture. Stephen King est un grand auteur d'horreur. Son roman se lit bien. Le point fort pour moi, ce sont les détails. Les scènes sont tellement bien écrites et détaillées que j'ai pu clairement les imaginer. Pour moi, c'est important de voir les personnages et les lieux pour bien m'imprégner dans l'histoire. C'est une histoire qui nous tient en haleine avec le suspense qui nous garde accrochés. En temps de pandémie, ce genre d'histoire est d'actualité. Cela nous amène à nous comparer. Vivant en pandémie, nous pouvons bien comprendre le sentiment de peur et d'inconnu puisque nous ne savons pas de quoi demain est fait avec le virus COVID-19. Et on se demande si cette fiction ne va pas devenir notre nouvelle réalité. Lire Le Fléau m'a fait comprendre à quel point c'est important de rester solidaire et de protéger les gens qui nous entourent. Il faut se battre ensemble pour espérer retrouver un équilibre, car sans fraternité ni solidarité, c'est le chaos. Je recommande ce livre à tous les gens amateurs de suspense et d'horreur. Une parfaite lecture de confinement pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, parce que, croyez-moi, vous ne verrez plus la pandémie de la même façon. C'est une recommandation pour nous donner bien des frissons. Merci beaucoup, Cindy. Et en regard de ce que tu viens de nous dire, il nous reste encore cet espoir que l'humanité ne soit pas trop altérée par la crise. Et quel meilleur récit pour parler de fraternité et de solidarité que La peste de Camus. C'est l'ouvrage qu'a lu pour nous Claire-Élisa. Oui, si avec le COVID-19, nous sommes contents d'avoir qu'une grippe et non une peste à nos trousses, ce n'est pas le cas des habitants d'Oran dans le roman d'Albert Camus, auteur né le 7 novembre 1913 à Mandeville, en Algérie, et qui a grandi dans une famille pauvre et analphabète. Il s'intéresse à l'écriture et guidé par un de ses enseignants,
Il sort en premier lieu L'étranger, puis plusieurs autres œuvres qui lui font remporter le 19 octobre 1957 le prix Nobel de littérature. Il était alors âgé de 44 ans, faisant de lui, à ce moment, le deuxième plus jeune lauréat et le 9e Français à obtenir ce prix. S'il meurt dans un accident de voiture le 4 janvier 1960 en France, alors qu'il était âgé de 46 ans, c'est la tuberculose dont il est atteint et l'idée de mort certaine qui l'accompagne qui influencera le plus sa vie et ses écrits, les notions d'absurde et de révolte prédominant dans ses œuvres. Le soleil est également une image omniprésente dans ses histoires, que ce soit dans L'étranger, Noces, L'été ou La peste, roman publié en juin 1947 et lui valant alors le prix des critiques. Dans cette histoire, pas de confinement métaphorique, mais un confinement réel, puisque la ville d'Oran, en Algérie, en 1940, quelque chose, la date n'est pas précisément donnée, souffre d'une épidémie de peste. C'est contre une variante semblable à la peste bubonique, suivie d'une deuxième vague plus proche de la peste pulmonaire, que pendant presque une année entière, le docteur Rieux, Castel, Tarou, le père Panelou, Joseph Grand, le journaliste Rambert et Cottard tenteront de lutter. Si, lors d'une première lecture, il est tentant de trouver dans la peste un aspect littéral, c'est-à-dire qu'il s'agit de la description réaliste des mesures prises par la ville pour éradiquer la bactérie et la description des sentiments des habitants d'Oran, l'œuvre de Camus va plus loin. En effet, le roman d'un peu plus de 300 pages est une allégorie, une représentation abstraite de la Seconde Guerre mondiale et du mal en général. Les personnages nommés plutôt luttent contre l'épidémie, tout comme, durant l'occupation, Albert Camus s'est engagé dans la résistance. Cela mène à une seconde lecture tout aussi intéressante que la première, où la fermeture de la ville, que nous pourrions comparer à la fermeture des régions au Québec durant la pandémie, devient une allusion à la coupure de la France en 2 zones où les Français ne pouvaient pas se déplacer sans autorisation. Albert Camus a voulu, dans son œuvre, et je cite ici ses carnets écrits en 1942, exprimer au moyen de la peste l'étouffement dont nous avons tous souffert et l'atmosphère de menace et d'exil dans laquelle nous avons vécu. Je veux du même coup étendre cette interprétation à la notion d'existence en général. Ainsi, c'est surtout le courant de révolte que l'on retrouve dans la peste. Les citoyens s'engagent contre la maladie, ils luttent ensemble, ils sont solidaires. En quelques mots, ils ne doivent pas, ils ne s'abandonnent pas au mal. Telle est la morale de l'histoire. Évidemment, puisque l'on parle de peste bubonique, il y a forcément des descriptions graphiques des bubons, ainsi qu'une omniprésence de la mort et de la souffrance humaine, ce qui peut en choquer certains, mais rien de trop lourd non plus, je vous rassure. En fait, les descriptions sont assez vagues, surtout en ce qui concerne les personnages. On connaît quelques détails physiques, les traits de caractère sont surtout dévoilés face à leur réaction devant le fléau et les divers événements, mais surtout, on finit par s'attacher à eux et, sans surprise, puisque qui dit peste dit mort, lorsque l'un d'eux vient à tomber sous l'assaut de la maladie, on ne peut qu'être ému. Une chose assez étrange dans le récit et la narration, le narrateur déclare dès le début et rappelle fréquemment qu'il s'agit d'une chronique des événements se déroulant en Oran cette année-là, composée des témoignages et des dépositions des personnages et du narrateur. C'est-à-dire que le narrateur se désigne lui-même au début de l'histoire à la 3e personne et on n'apprend que par la suite qui il est. Pour ne pas vous divulguer la fin, disons simplement que La peste est un journal à l'image du métier que pratique le narrateur, précis, dépouillé, sans poésie. Ce qui rend la lecture difficile car s'il n'y a pas de distanciation sociale au sein même de la ville, la situation fait étonnamment énormément écho à la nôtre et on semble revivre le confinement à travers la lecture. C'est pourquoi la crise de 2020 nous offre probablement le meilleur moment pour plonger dans cette œuvre magistrale. Il est évident que la pandémie qui nous terrasse en ce moment n'est pas du tout une allégorie, mais cette fraternité, cette solidarité souhaitée par les personnages de La peste en temps de guerre, donc cette allégorie de la guerre, est tout aussi importante en ce moment et on la voit, on la ressent autour de nous. Vive la bienveillance en toutes circonstances, même s'il est normal aussi de se sentir parfois dépassé ou, comme le dit si bien la chanteuse Sarah May, paniqué.
paniqué. Les pupilles dilatées, t'es en train de paniquer. T'as pas d'idée. Comment sortir de ce bourbier? T'es paniqué. En retard, depuis quelques semaines, t'as observé des changements. Ton corps n'est plus pareil. T'as le mal de cœur, t'as l'humeur changeante. Tu comprends ce qui s'est passé. T'as sauté une pilule. Dans 9 mois, t'auras un bébé, mais t'as déjà fait le calcul. Allume une clope à l'école, entre deux périodes. Tu passes le film des événements, monte le son de ton iPod. Ces galères n'arrivent finalement pas qu'aux autres. Tu sais plus ce que tu vas faire, ni dire à toutes tes pincos. Ton mec fait des bracos, emballe des sacs de coco. Tu kiffes mais tu sais qu'ailleurs il a 2-3 go. Parfois tu fouilles, parfois t'es parano. Et t'as la trouille mais tu restes avec ton mano. Les responsabilités arrivent plus vite que l'on pense. Tout peut changer à jamais l'expérience. Tu l'apprends à tes dépens. Maintenant tout dépend de toi. T'as plus le choix. Ne panique pas. Paniquer, les pupilles dilatées, t'es en train de paniquer. T'as pas d'idée. Comment sortir de ce bourbier? Tu viens de lâcher l'école et les rêves jetés par la fenêtre. Aquarium de fumée en pote pour oublier toute la merde. T'as un petit boulot mais t'arrives à peine à survivre. Tes potos te proposent un magot mais faudra que tu les suives. Cagoule sur la tête, glace à la ceinture. Tu conduis la caisse mais d'un coup t'es plus sûr. Alors tu gamberges sur ta life, trop tard pour s'en sortir. Les sorties sont minces, il faudra être prêt pour le pire. Ça dérape, tout s'enchaîne, les gyrophares, les sirènes. À peine à 300 mètres, les poulets ont lâché les chiennes. Les bracelets face au mur, pas d'appel en cellule. Ta mère a la vie dure, toi c'est du ferme, dit le juge. Pas eu le temps d'appeler ta meuf, mais elle garde tout en lieu sûr. Elle panique, y'a les coffres dans l'appart qui défoncent les murs. Tu sais pas mais dans son ventre grandit ton futur, maintenant tout dépend de toi. T'as plus le choix, ne panique pas. Donc, l'histoire que la chanteuse montréalaise Sarah May nous raconte ici est celle d'une grossesse non désirée, une grossesse qui enferme la jeune femme dans une angoisse difficile à transcender. Loin de la grossesse, mais complètement dans cette angoisse, Brandon et Zachary ont lu des romans qui exploitent le même sentiment de vide et de désespoir. D'abord, avec La Métamorphose de Kafka, Brandon a été confronté au confinement induit d'un homme dans un corps qui n'est pas le sien, ni humain. La parole est à toi, Brandon. Oui, donc, en lien avec le sujet du confinement en littérature, j'ai lu le court roman La Métamorphose de Franz Kafka. Tout d'abord, Franz Kafka est considéré comme l'un des plus importants écrivains du 20e siècle. Il naît à Prague en 1883 et décède dans une ville d'Autriche en 1924. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on y compte Le Procès, Le Château et La Métamorphose. Quelque chose d'intéressant que j'ai découvert sur Franz Kafka est qu'avant de mourir, il aurait demandé à l'un de ses amis de détruire tous ses écrits en les brûlant. Heureusement, son ami n'a pas pu remplir cette tâche et nous a donc laissé le plaisir de découvrir le travail littéraire de Kafka. La Métamorphose, c'est un court roman écrit en 1912, mais publié en 1915. Il s'agit de l'une des œuvres les plus connues de Franz Kafka, qui fut adaptée plusieurs fois au cinéma entre 1978 et 2015, dont l'un d'eux est un film d'animation, et il a même été adapté en bande dessinée en 1999 et en manga japonais en 2009. Elle raconte l'histoire de Gregor Samsa, un représentant des ventes pour une compagnie envers laquelle ses parents doivent un énorme montant d'argent. Un matin, Samsa se réveille et découvre avec peur qu'il s'est métamorphosé en coquerelle. Étant une personne décrite comme toujours à l'heure et à son affaire, supposément un mordu du travail, il devient difficile pour lui de voir qu'il a manqué le train car il s'est réveillé dans un autre corps. Pris par la panique et l'incompréhension, Gregor Samsa essaie de s'adapter à ce nouveau corps. De plus, ce livre pourrait être considéré comme une critique vis-à-vis la pression que le système capitaliste nous impose quant à notre performance au travail, car Samsa se fait mettre énormément de pression qui est, selon moi, exagérée pour une seule journée d'absence en 5 ans de travail. Cette exagération amplifie encore plus ce sentiment de critique. Le lien à faire entre ce livre et le confinement est intéressant. Ce n'est pas ici un confinement volontaire, ni un confinement comme l'on vit avec la situation actuelle. Ici, c'est plutôt un confinement qui se manifeste par les obstacles posés par un nouveau corps d'insectes, avec ses nombreuses pattes,
son grand dos muni d'une carapace et la frayeur ou le dégoût qu'il provoque aux gens, donc dans sa propre famille. Il devient en quelque sorte prisonnier d'un corps qui n'est pas le sien. Pour Samsa, il est difficile de parler, de se mouvoir et d'interagir avec les objets de son quotidien. Lui qui travaille pour rembourser la dette de ses parents envers la compagnie qui l'engage, il se sent soudainement impuissant devant la colère de ses patrons à cause de son absence au travail. Il sent sa famille menacée, tout autant que lui-même, de revoir cette dette leur nuire à nouveau. En ce sens, le confinement est bien représenté et facile à déceler, d'une manière assez improbable mais toutefois intéressante, par son emprisonnement dans ce corps étrange. Toutefois, ce confinement lui est aussi bénéfique, car il pousse Samsa à se préoccuper réellement des besoins des autres, étant impossible pour lui de se consacrer en tout temps à travailler. Cette œuvre littéraire est en somme très intéressante. Le concept de métamorphose a été pris et repris dans divers films et livres, et je l'aime bien. D'ailleurs, Kafka est le premier à avoir pris ce concept. J'ai surtout appris que le confinement pouvait se manifester en bien des formes et avoir plusieurs effets sur la personne que l'on est. De plus, le roman est très court, soit environ une 60aine de pages, donc il est facile de bien suivre son histoire sans ne jamais perdre le fil. Cette longueur de texte est aussi un bon moyen de garder le lecteur dans l'immersion de l'histoire qui nous est offerte. Sans le cours de communication radiophonique, je n'aurais jamais pensé à lire ce roman, et je n'aurais donc pas pu apprécier cette histoire. Je le recommanderais certainement à n'importe quel lecteur qui aime les histoires du genre science-fiction. Merci beaucoup, Brandon. La métamorphose est effectivement un thème très important qu'on retrouve quand même dans l'Antiquité, mais c'est un âne, c'est pas une coquerelle. La personne se transforme en âne et non en coquerelle. Maintenant, le protagoniste du roman que tu as lu pour nous, Zachary, dans cette optique du confinement, est lui prisonnier de la neige et de l'hiver. S'il y a une réalité qu'on connaît bien sur la Côte-Nord, c'est bien cet emprisonnement, hein, ce sentiment d'être prisonnier des éléments. Est-ce que tu peux nous parler de ce roman de Christian Gay-Poliquin? Oui, en effet, j'ai lu le roman Le poids de la neige et je l'ai bien apprécié. C'est un roman qui m'a tenu en haleine tout au long de ma lecture. Ce roman de suspense, sorti en 2016, est écrit par Christian Gay-Poliquin. Christian Gay-Poliquin est un jeune écrivain québécois qui a fait des études supérieures en littérature à l'UQAM, où il obtient en 2010 un baccalauréat et en 2012 une maîtrise en études littéraires avec mention d'honneur. En plus du roman Le poids de la neige, il est reconnu également pour avoir écrit le roman Le fil des kilomètres qui est sorti en 2013. Le poids de la neige a remporté plusieurs prix, dont le prix littéraire du gouverneur général, le prix littéraire France-Québec, le prix Ringuette, le prix littéraire d'écologie. Le roman a aussi été traduit en plus de 15 langues. En gros, le roman raconte l'histoire du narrateur, qui n'a pas de nom, qui est confiné avec un monsieur du nom de Mathias dans une véranda d'un petit village en panne d'électricité alors que les intempéries de l'hiver font des ravages dehors. Le personnage principal s'est cassé les 2 jambes lors d'un accident de voiture. Il est amené dans une petite clinique du village où il reçoit des soins. Mais à cause du manque de ressources et étant encore trop faible pour s'occuper de lui-même, les gens qui le soignent ont eu l'idée de le confier à Mathias, un vieux monsieur qui est pris dans le village à cause d'un bris de voiture et qui s'est installé dans une petite véranda abandonnée. Les 2 hommes sont donc confinés dans cette véranda sans électricité alors que l'hiver commence. Plus l'hiver avance, plus la neige empêche les déplacements hors du village. Les villageois sont donc obligés de rationner pour survivre à l'hiver. Plus l'histoire avance, il y a moins de monde dans le village, et les 2 hommes doivent se débrouiller tout seuls pour survivre aux dommages de l'hiver. Dans ce roman, il y a plusieurs preuves de confinement. Premièrement, le personnage principal est confiné dans son propre corps, car il a les 2 jambes cassées et il ne peut pas se déplacer pour une grande partie de l'histoire. Deuxièmement, ils sont confinés dans la véranda. Pour survivre aux intempéries de l'hiver, ils doivent rester à l'intérieur et ne pas sortir au froid, rester à la chaleur. On peut même faire un lien avec le confinement qu'on vit actuellement. Aujourd'hui, si on sort de notre maison, on risque d'attraper la COVID-19. Dans le roman, si les personnages sortent de leur habitation, ils se mettent à la merci de l'hiver et ils risquent d'y rester. À mon avis, le roman compte plusieurs points forts.
Un d'entre eux est qu'à travers tout le roman, l'élément du suspense est présent. Tu ne sais jamais ce qu'il va arriver et tu as une surprise à chaque fois que tu tournes la page. Ça te donne envie de tourner la prochaine page et de continuer à lire. Un autre point fort que j'ai trouvé, c'est que l'auteur réussit bien à décrire l'environnement qui entoure les personnages. Ça te permet de visualiser plus facilement ce qui se passe dans l'histoire. Comme par exemple, lors d'un passage où le narrateur rentre dans la véranda pour la première fois, l'auteur décrit avec précision où se trouve chaque meuble et objet dans la pièce. Un autre point fort qui n'est pas vraiment dans le texte, mais que j'ai trouvé intéressant, est qu'il y a des chiffres marqués en haut de quelques pages au fil du roman. Ces chiffres représentent le nombre de centimètres de neige qu'il y a en dehors. Plus on avance dans l'hiver, plus les chiffres montent, et plus qu'on se rapproche du printemps, plus les chiffres commencent à descendre. Cela te permet de voir à quel point les personnages sont pris et aussi de voir que les journées passent sans qu'on le mentionne dans l'histoire. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman. En étant quelqu'un qui ne lit pas vraiment, beaucoup de livres, j'ai embarqué dans l'histoire. Je suis content d'avoir découvert un livre que je n'aurais sûrement jamais lu sans le programme de radio. Alors, oui, je le recommande pour tout le monde, et surtout ceux qui aiment les romans à suspense et qui aiment être surpris. C'est en effet un beau roman. Merci beaucoup, Zachary. Une œuvre percutante que tu viens de nous présenter, tant l'angoisse de l'enfermement est bien rendue. Avant notre dernier segment, je vous propose maintenant Tout le monde capote des 3 accords parce que tout le monde capote. 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 Tout le monde capote sur tes méthodes de paiement. Tout le monde trouve que tu as une belle place de stationnement. Tout le monde capote. Tout le monde capote. Personne ne t'a jamais vu dans d'aussi beau drap. Félicitations pour ta nouvelle position de yoga. Tout le monde capote. Tout le monde capote. Vous trouverez ma couleur préférée à côté de chaque montagne. Mon étude sur la flexibilité ne verra pas le jour finalement. Si je sors de mon sac de couchage, je veux me confier assis sur la balançoire de ma cage. Je veux qu'autour il y ait un décor de cocktail dilatoire avec des bouchées fines. Je veux un plancher entièrement fait d'articles de magazines. Et par terre dans le milieu, je veux qu'il y ait un trou. Et je veux me mettre la tête dedans pendant les interviews. J'ai écrit ce poème en me sentant différent. C'est mon album le plus personnel depuis longtemps. Tout le monde est capable. 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 Pour ce 3e et dernier segment, Thomas et Marianne parleront de 2 œuvres que j'ai découvertes quand j'étais exactement à leur place, il y a 30 ans. Thomas a lu pour nous Les Chambres de bois d'Anne Hébert, alors que Marianne, elle, s'est plongée dans l'œuvre de Jacques Godbout, Salut Galarnon. Thomas, tu peux nous parler de ce roman de cette grande auteure québécoise?
Oui, bien sûr. Vu la terrible situation dans laquelle on vit, il est peut-être évident ou non de trouver une occupation qui ne requiert pas de sortir à l'extérieur de notre maison. J'ai choisi un roman intitulé Les Chambres de bois, écrit par Anne Hébert en 1958. C'est le premier des 10 romans qu'Anne Hébert a écrits durant toute sa carrière. Elle a aussi écrit des nouvelles, des recueils de poésie, des pièces de théâtre et des scénarios de films, y compris les 2 adaptations de ses livres à succès, Kamouraska et Les Fous de Bassan. Les Chambres de bois racontent l'histoire de Catherine, une fille d'ouvrier et l'aînée de 3 sœurs qui vivent avec leur père à la campagne après le décès de leur mère. Joyeuse et rêveuse, elle rêve de vivre dans un rêve, éloignée de sa propre famille. Un jour à l'école, elle rencontre un pianiste du nom de Michel, un riche garçon vivant dans un manoir avec son père et sa sœur. Les 2 commencent à se fréquenter plusieurs fois, au point que Michel veut épouser Catherine et vivre avec elle à Paris, dans un appartement que sa famille possède. Une ellipse se produit et les 2 ont aménagé à Paris. Catherine s'est mariée avec Michel et le milieu de vie de la jeune fille va drastiquement changer pour le pire. Catherine a accepté naïvement la demande de Michel parce que cette opportunité s'est présentée comme le rêve qu'elle a toujours voulu vivre. Cependant, plus l'histoire progresse, plus Michel devient taciturne, autoritaire et froid envers Catherine. Elle ne peut plus faire de tâches ménagères et elle est obligée d'être une fille cultivée pour le plaisir de son mari. Michel est un être angoissant et solitaire et ses actes influencent de manière négative la vie habituelle de Catherine. Il ne laisse pas Catherine sortir à l'extérieur. Michel la prive de toute liberté. Elle est isolée de la vie réelle, du monde extérieur. Cette situation est comparable à une humaine qui a conclu un pacte avec le démon. Elle est obligée d'obéir au démon, sinon elle devra subir les conséquences. Michel ne veut vivre que dans son propre rêve, contrairement à Catherine qui imaginait un rêve totalement différent du sien. La situation empire quand la sœur de Michel s'incruste dans la vie du couple après avoir rompu avec son amant et avoir secrètement vendu la maison pour des raisons financières. Elle se dispute avec son frère plusieurs fois après son arrivée et Catherine est forcée de vivre aux côtés d'une relation malsaine, amour-haine entre Michel et Lia, sa sœur. C'est à ce moment que l'ambiance devient très étouffante, angoissante pour le personnage et pour moi. Elle se sent de plus en plus exclue de son mari, qu'elle devient aliénée de cette situation. Cette aliénation évoluera vers l'ennui mortel, puis au désespoir. Elle désespère au point de vouloir littéralement mourir de faim et mourir d'hypothermie. Tout cela semble être la fin de Catherine. Mais l'intervention d'un personnage spécifique mènerait à une résurrection symbolique de son personnage. Ce personnage même pourrait être comparé à un ange gardien qui donne la chance à Catherine de retrouver une vie meilleure. Catherine a été emprisonnée dans un milieu de vie qui appartient à une personne qui ne partage pas la même vision du rêve. Ce livre a été une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à apprécier un livre comme celui-ci. Voir l'évolution du personnage principal a été fascinant et satisfaisant à voir. Nous pouvons facilement nous mettre dans la peau de Catherine et détester le fait d'être forcée de rester à l'intérieur. Quand elle se libère de cette prison imaginaire créée par cette relation unilatérale, je me suis senti aussi libéré que Catherine. Le livre m'a appris qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut avoir la patience et la force de survivre dans un milieu qui nous force à rester à l'intérieur. Et la satisfaction de pouvoir sortir dehors sans avoir à porter un masque à l'avenir sera une sensation forte que nous n'oublierons jamais. Je le recommande sans hésiter. Merci beaucoup, Thomas. Donc, pour finir, nous allons maintenant donner la parole, je vais maintenant donner la parole à Marianne, qui a lu Salut Galarno pour nous. En quoi ce roman peut-il nous libérer du sentiment d'enfermement qui nous habite depuis mars? Peut-être que Marianne a une réponse pour nous. La parole est à toi. Oui, en fait, qui n'a pas déjà rêvé d'écrire un livre et de vivre du succès de celui-ci? Eh bien, c'est le cas dans le livre Salut Galarno de Jacques Godbout. À ce propos, si vous ne connaissez pas cet auteur, vous vivez sur une autre planète. Jacques Godbout a fort contribué à la littérature québécoise avec son plus grand succès, Salut Galarno, qui représente la remise en valeur du Québec dans les années 60 et 70, où la remise en question sur la religion est une éléphantesque partie de leur quotidien révolutionnaire. Mais tout d'abord, qui est Jacques Godbout? En fait, il est journaliste, cinéaste, romancier, essayiste et dramaturge. Il a écrit quelques poèmes, quelques livres pour enfants, une dizaine de romans et une quinzaine d'essais.
De plus, il se retrouve au palmarès des écrivains québécois les plus marquants parmi Gabriel Roy et Michel Tremblay. Avec ce livre, il a d'ailleurs gagné le prix du gouverneur général en 1967. Ainsi, son troisième roman dénonce l'hypocrisie, dénonce la publicité et dénonce le monde de fausses images. L'action se passe à Montréal. En fait, François Galarno, le protagoniste, est propriétaire d'un stand à hot-dog à l'île Perrot. Plus le temps passait, plus il commençait à trouver le temps long. Son frère, Jacques, qui est écrivain, lui a suggéré d'écrire un livre. Au début, l'écriture est un passe-temps et est sous forme de journal intime, où il réfléchit sur sa personne et sur le monde qui l'entoure. Il n'est pas heureux dans son mariage. Il a un travail ordinaire et surtout, il n'a pas d'épanouissement intellectuel. Il ne trouve pas sa place dans la société. D'ailleurs, sa femme Maryse quittera pour aller avec le frère de celui-ci. Il est en quelque sorte aliéné par la société. Il critique une société qu'on ne veut pas, même qu'il en souffre fortement. Il y a une sorte de recherche de soi-même dans la culture. Il a besoin de se reconnaître et de s'affirmer. François Galarno est un anti-héros. Ce livre est en quelque sorte l'inventaire de son âme. Toutefois, un jour, la dépression a pris un autre côté. Il décide de s'emmurer volontairement pendant 3 semaines, entre autres pour se recentrer sur lui-même. Pendant ce temps, il poursuit son écriture qui représente la deuxième partie de son livre. Dans ce roman, on parle beaucoup de la mère, de l'instruction, de la religion, de la société, de la politique, de l'aliénation, de voyage, de la solitude de l'écrivain et de la difficulté de l'acte d'écrire, de la fragilité, du bonheur et de l'humour bien sûr. On peut facilement observer que c'est un homme qui pense beaucoup et on voit qu'il n'est pas à sa place, comme lorsqu'il dit « Je marche à coups de pied, comme dans l'armée, comme un député. Bien sûr, victime de l'instruction obligatoire, et ça doit jouer dans mon histoire. Pas d'instruction, pas d'ennui, parce que quand on est instruit, on veut comprendre, on veut rêver, on fait des plans, on lit, on est malheureux, on est inquiet. L'instruction obligatoire, c'est une idée des gens riches qui s'emmerdaient à se poser toutes seules des questions sans toujours trouver la réponse. Ils se sont dit, les riches, obligeant les pauvres à savoir lire, écrire et compter. En fait, la situation que vit Galarno est un peu la même que nous vivons en ce moment à cause du COVID. Le fait que nous devons tous nous isoler loin de nos amis et même de notre famille. Sauf que lui, c'est volontaire, il se rejette de la société. Dans l'œuvre, il y a un mal de société, un peu comme on vit en ce moment. Finalement, pour être honnête, je ne sais pas si j'ai aimé l'œuvre. Je m'explique. En fait, je reconnais la beauté de l'œuvre, le texte est bien écrit et l'histoire est quand même importante dans l'histoire du Québec. Malheureusement, ce que j'aime dans une œuvre, c'est de me reconnaître et dans ce cas-ci, même dans la situation difficile dans laquelle on est, je n'ai pas pu me reconnaître. Bref, si pendant votre confinement, vous voulez lire une œuvre intéressante sur l'histoire du Québec durant ces années révolutionnaires, tout en étant drôle, ce livre est pour vous. Donc, merci beaucoup, Marianne, et merci à vous tous, Cindy, Claire-Élisa, Brandon, Zachary et Thomas, pour ces suggestions de lecture. Pour nous quitter, avant cette avant-dernière émission des Illettrés transcendants, voici la reprise de Ça va de Philémon Simon. Bonne fin de session à tout le monde. Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Et si je n'ai pas d'amante, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, juste pas. Fais-toi sans peur. Ça va. Si je fais rien de ma vie, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Si j'aimerais et qu'on m'oublie, alors c'est quoi? Alors c'est quoi? Là, juste pas. Fais-toi sans peur. Ça va. Comme les parents de mes parents.
couchant, comme les enfants de mes enfants qui sont morts-nés en m'accouchant. Quand je suis seul, je suis pas seul, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Juste pas, fais-toi-en pas, ça va. Je voudrais aimer, je voudrais donner, faire un bébé. Je voudrais